Bonjour à tous, bienvenue sur Mali Actu. Pour cette grande interview, nous avons avec nous M. Jean-Marie Idrissa Sangaré, ancien ministre et président du parti Diama. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour la première question, le président Ibeka a fait l'objet de nombreuses critiques pour ce qui est de sa première année de gestion du pouvoir. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a marché? Votre question est une question qui vient à propos dans la mesure où il y a un an, lorsque le peuple malien portait le président Ibrahim Boubacar Keïta pour diriger les destinées de ce pays, les attentes étaient nombreuses. Ce pays est encore au proie des difficultés suite à la crise sécuritaire du Nord et les besoins cruciaux, besoins sociaux vitaux des Maliens étant encore d'actualité, il y avait beaucoup d'attentes. Dans ces attentes-là, bien sûr, le président de la République avait fixé comme objectif premier la résolution de la crise du Nord, mais tous les problèmes restant à leur niveau le plus élevé, il était difficile, j'imagine, il était difficile de répondre à toutes les attentes. Mais ceci étant dit, le jugement des Maliens après cette première année, je crois qu'il est assez parlant d'un point de vue de la gouvernance. Il y a bien sûr des actes qui ont été posés, qui sont tous positifs, et puis il y a certains actes qui ont été mal jugés, notamment les questions relatives à l'achat de l'avion présidentiel, à la passation de contrats pour l'acquisition d'équipements militaires. Je crois qu'il y a un gros déficit de communication. Je ne parlais pas de communication banale, mais de communication qui aurait permis de comprendre le comment et le pourquoi de ces actes-là. Et le manque, disons, de communication se traduit par, du point de vue du Malien, un manque de transparence. Et vous savez que ce pays emploie beaucoup de difficultés. Et quand les gens perçoivent qu'il y a un écart entre le discours et l'acte, bien sûr, le résultat est parlant. Parlons justement de ce problème de communication. Le président, il a maintes fois répété qu'il a reconnu que c'est un problème de communication, cette perception mauvaise de sa gouvernance. Et vous avez été au département de la communication de septembre 2013 à avril 2014. Et à votre avis, d'où se situe en fait cette carence? En fait, je pense qu'il faut faire la part des choses entre la communication dont on parle et le ministère en charge de la communication. Le ministère en charge de la communication a pour rôle d'organiser tout l'espace communicationnel pour que chaque acteur joue son rôle. Donc, il n'est pas forcément dit que c'est le ministre en charge de la communication qui est le porte-parole. Dans le cas présent, il n'était pas le porte-parole du gouvernement. Et moi, je ne parle même pas de cet aspect de la communication. Je veux dire quoi? Qu'est-ce qu'on reproche au gouvernement? C'est d'abord de n'avoir pas inscrit cette dépense au budget. Premièrement, on dit voilà, ça n'a pas paru dans le budget. Je pense que la question aurait pu être traitée sur le plan institutionnel. La question aurait pu se poser, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Le président a un besoin pour ses déplacements, par exemple, d'acquérir un aéronef. Voilà. On explique les avantages et les inconvénients de l'affaire. Et puis, je pense que l'Assemblée nationale aurait pu, oui ou non, donner le quitus. À partir de là, ça aurait eu une autre forme que celle qu'on a vécue. C'est bien sûr un acte de souveraineté, c'est de la responsabilité et c'est dans l'autorité du président de pouvoir acquérir un aéronef, bien sûr, mais en faisant participer, par exemple, la Chambre des députés, je pense que la question aurait pu se traiter autrement. Donc,
Et justement sur cette question encore de communication, puisque le président il l'a répété plusieurs fois, donc c'est important pour lui. Et vous dites, vous avez écrit un jour, fais au mieux ce pourquoi on t'a fait confiance, c'est la meilleure stratégie de communication que l'on puisse élaborer pour toi. Ça c'est une citation, je crois que vous avez pris. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, ça ne s'adresse pas qu'au président de la République, ça s'adresse à tous les Maliens. Je veux dire, ceux qui ont la charge de diriger ce pays, à quelque niveau que ce soit, c'est qu'il y a une confiance qui a été portée en eux. Et la communication a été un outil moderne pour faire savoir aux gens ce qu'on est en train de faire. Mais je pense que la meilleure des publicités, c'est exactement faire ce pourquoi on t'a confié les responsabilités. Donc ça ne s'adresse pas forcément au président de la République, ça s'adresse à tous les Maliens qui ont en charge de, en tout cas, une parcelle de responsabilité et d'autorité pour satisfaire les Maliens. Donc aujourd'hui, je pense que au-delà des paroles, si les actes sont posés, les Maliens verront exactement ce qui est fait et ce qui n'est pas fait et seront juges. Parce que les outils de communication aujourd'hui modernes ne sont pas accessibles à tous les Maliens. Loin s'en faut. Ouais. C'est juste une toute petite partie qui a d'abord accès soit à la télévision, peut-être la radio c'est un peu plus simple, mais à la télévision ou à Internet. Donc, mais le reste des Maliens ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc pour moi, lorsque on est en capacité et en responsabilité, bon, il faut faire, il faut juste faire, et le peuple jugera. Voilà. Alors, donc, pour que ce département de la communication puisse forcément et pour avancer, est-ce qu'il faut forcément une stabilité pour que ça puisse produire des résultats à hauteur de souhait, que les changements à chaque fois ne touchent pas nous-mêmes? Oui, en fait, vous faites référence peut-être sur une autre déclaration que j'ai faite, peut-être lorsque je passais la main au ministre Camara. En fait, je parlais plutôt de l'aspect en charge des technologies de l'information et de la communication, du numérique en général. Je pense qu'il y a très peu de Maliens qui savent réellement ce que ce secteur peut rapporter au pays. On ne voit que l'aspect télécom, Malitel, Orange et peut-être le troisième opérateur. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le secteur qui peut de façon transversale impacter sur l'ensemble des secteurs de productivité du Mali. Et c'est un secteur qui produit beaucoup de richesses, qui participe à l'assiette fiscale de façon assez importante dans notre pays. Et lorsqu'il y a une politique de fait ou de quelque chose qui est mûri pour ce département, je pense qu'il faut laisser le temps aux acteurs de la mettre en œuvre. Et donc ça demande un certain temps. Et ce temps est nécessaire pour la stabilité et la vision des... Vous savez, c'est des opérateurs très très importants qui sont dans ce secteur. Et dans ce monde globalisé aujourd'hui, mondialisé, je crois que le numérique est un des secteurs les plus porteurs. Donc, aussi bien les acteurs du secteur privé que le public, ils ont besoin de stabilité, de constance pour pouvoir produire des résultats. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Par contre, le volet communication, je veux dire, au-delà de la communication audiovisuelle, la presse, écrite, parlée, je pense que c'est uniquement une question d'architecture. Aujourd'hui, le ministère se trouve directement en face des acteurs. Côté organisationnel, il est important de boucher un certain nombre de trous, de permettre la création d'un certain nombre de directions nationales qui seront en charge d'élaborer la politique et mettre des garde-fous pour ceux qui sont responsables et de la régulation, régulation dans un sens large, c'est-à-dire s'assurer que les acteurs ils sont dans leur rôle et sanctionner le cas échéant. Donc que tous ces acteurs soient en place afin que la communication, comme on l'entend de façon moderne, puisse vivre et vivre pleinement dans notre pays. Voilà.
On a eu l'exemple du Rwanda dans les domaines d'éthique. Ça montre que la pauvreté n'est pas forcément une excuse pour ne pas révolutionner dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui manque maintenant, par exemple, au Mali pour faire... En fait, le choix, c'est un choix politique. C'est un choix politique très fort. Vous avez pris le cas du Rwanda, c'est que le président du Rwanda il a fait une déclaration lors du sommet Transformation Africa qui m'a beaucoup marqué. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il perçoit en retour de ces années d'implication de son pays pour le développement du numérique. Il a dit que rien ne s'est passé qui puisse le décourager. Il a essayé, il a vu ce que ça fait et il est encore plus confiant dans le soutien politique autour de ce secteur. Comme je vous l'ai dit, le Rwanda, c'est un tout petit pays, continental comme le nôtre. Il n'a pas d'accès au littoral. Mais ils ont transformé totalement leur pays. Je pense que la base, c'est aussi le choc très dur qu'ils ont subi au début des années 90. Ça leur a permis de se ressaisir et puis d'impulser un certain nombre d'actions pour que ce pays sorte de l'ornière. Et aujourd'hui, ils se sont basés sur quoi? C'est vrai, c'est une jeunesse dynamique bien formée, et à l'État de mettre en œuvre toute la politique de réalisation des infrastructures pour que cette jeunesse puisse s'approprier de l'outil. Et comme je vous l'ai dit, ils ont mis en œuvre un certain nombre de choses sur la base des TIC qui règlent les problèmes auxquels la population est confrontée. L'état civil. Aujourd'hui, vous savez, on a les mêmes problèmes. Quasiment tous les pays africains, en tout cas au sud du Sahara, ont les mêmes problèmes. On ne sait pas quel est le nombre de la population, on a des problèmes par rapport à l'état civil, d'identification et tout. Et ça reste la base de toute politique. On ne peut rien élaborer si on ne sait pas qui nous sommes, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Donc l'état civil a été maîtrisé par le numérique. L'éducation, on a révolutionné le secteur de l'éducation par le numérique. C'est un petit pays qui est facilement couvert, bien sûr, en termes d'infrastructures. C'est un peu différent du schéma du Mali, quoique aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en termes d'infrastructures. Et une fois que les gens ont accès à l'information, ils se l'approprient, ils développent des contenus qui sont des contenus qui peuvent immédiatement transformer la vie des gens. L'éducation, aujourd'hui, on peut continuer à construire des salles de classe un peu partout, mais encore faudrait-il trouver des ressources humaines pour y aller. Connaissant les conditions dans lesquelles évoluent les enseignants dans nos pays, enseignants comme médecins, par exemple, le secteur de la santé, de l'éducation, les gens ne sont pas prêts à aller s'installer, je veux dire, dans les coins les plus reculés du Mali. Par contre, les TIC peuvent permettre de rapprocher ces populations à l'information. Et quel que soit le type de l'information, aujourd'hui, il faudrait que des pays comme le Mali aillent dans le renforcement de cette politique pour que les gens aient accès à toutes sortes d'informations, aussi bien l'information institutionnelle que des secteurs aussi vitaux comme l'éducation et comme la santé. À partir de là, je pense qu'on verra la plus-value du numérique. Aujourd'hui, on s'en sert juste en termes de réseaux sociaux. C'est vrai que ça aide les gens à communiquer, à échanger, à savoir le point de vue des Maliens par rapport à tel ou tel sujet. Mais je pense qu'on peut réorienter de façon efficace cet outil pour le développement vrai et le développement réel du pays. Et pour que cette TIC soit une priorité pour le gouvernement ou pas, les mesures qui sont entreprises par les autorités, encore faudrait-il que ces mesures-là soient bien appliquées, qu'elles soient de grande envergure ou pas. Chaque mesure doit être bien appliquée pour qu'au moins ça puisse apporter les résultats escomptés. Est-ce que vous croyez que ces mesures que vous-même vous avez entreprises, est-ce qu'elles sont suivies? Oui, tout à fait. En fait, les actions qui ont été entreprises ne datent pas de l'année dernière. Nous avons trouvé que les gouvernements précédents avaient engagé un certain nombre de mesures. Bien sûr, donc la réalisation peut-être coïncide avec
avec le gouvernement actuel, mais je pense que c'est des investissements très importants. Mais moi, mon problème se trouve au niveau des ressources humaines. Vous savez, c'est un secteur, vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux, c'est un secteur qui évolue énormément. Donc, moi, au-delà de l'utilisation qu'on va en faire, je veux que l'on s'approprie cet outil. Donc, ça passe par la formation de qualité. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait, par exemple, un centre de formation dans notre pays dédié au numérique qui essaye de faire en sorte que les jeunes qui ont peut-être la base, et qui sont intéressés par ce domaine puissent acquérir des nouvelles techniques et puissent être à jour par rapport à l'évolution. Je vous prends un exemple. On a réalisé des milliers de kilomètres en fibre optique et la question qui se pose actuellement, j'étais encore aux affaires, mais qui se pose actuellement, c'est comment faire pour exploiter tous ces ouvrages, les exploiter et les maintenir. Bien sûr, on va toujours faire appel à l'expertise étrangère, mais ce n'est pas la solution. Et ça coûte cher. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des jeunes Maliens qui soient formés à l'utilisation de ces outils. On investit beaucoup de milliards dans ce domaine-là. D'abord, qu'ils soient familiarisés à l'utilisation de ces outils, qui sachent la maintenir et qui développent les contenus adaptés à nos besoins. Je veux dire que si, par exemple, je prends un exemple au niveau de l'université, si nous devons créer une plateforme numérique, il faut bien qu'il y ait des contenus. Bien, vous avez de la fibre, vous avez Internet et tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas de contenu, ça ne marche pas. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut développer. Je dis bien formation, qui est la priorité, qui est les ressources humaines de qualité pour pouvoir s'approprier ces outils, avec les spécialistes des différents domaines, au niveau de l'éducation, par exemple, l'initiation des enseignants à ces nouvelles techniques, et en plus, traduire le contenu aujourd'hui comme nous le vivons en format numérique, pour que tous ces étudiants qui sont là, qui, je ne sais pas, qui ne savent même pas aller où aller prendre des cours, où le professeur n'est pas là, aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à l'information au-delà de notre pays et partout dans le monde. Des professeurs au Canada, aux États-Unis, en France, chacun peut contribuer à l'émergence de l'étudiant modèle qu'on recherche à travers cet outil. Donc, pour moi, il y a la volonté politique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, en ayant une vision à moyen terme de ce que les TIC peuvent apporter dans les domaines aussi cruciaux que l'éducation et la santé, ce qu'il faut, et ce à quoi il faut s'attaquer aujourd'hui, c'est essentiellement la formation des ressources humaines. Après, je pense qu'on peut rattraper le temps perdu. Vous parlez beaucoup de stratégie dans vos propos, donc de bonne gouvernance. Est-ce que là, il y a une critique que les gens ils adressent au président de la République, c'est qu'il gouverne sans vision. En réalité, est-ce que quelle analyse faites-vous de cela? Non, on ne peut pas dire qu'il gouverne sans vision. Le président de la République, l'opposition est dans son rôle. Il est dans son rôle pour critiquer, c'est tout à fait normal. Mais au-delà de la critique, je pense que les principaux candidats qui ont concouru à la magistrature suprême ont proposé quelque chose au peuple malien. Je veux dire, en tout cas, l'état dans lequel notre pays se trouvait en 2013, la priorité des priorités était la résolution de la crise du Nord. Bien sûr, ça a pris un peu de temps. Je pense que le président de la République s'en expliquait longuement là-dessus. Il a fait étalage, sinon il a fait état de toutes les actions qui ont été entreprises pour cette question, essentiellement. Mais je pense que ce qui a pollué un peu l'atmosphère, ce sont les questions qu'on a évoquées tantôt. Le gouvernement travaille, c'est une continuité. Il travaille sur ce que les précédents ont laissé, bien sûr. Les gens veulent, bien sûr, un peu plus de tempo pour que les actions soient visibles, c'est réel, mais l'ambiance générale
qui prévaut aujourd'hui n'est pas facile. Mais je pense que les priorités sont connues. Il faudrait bien que les Maliens puissent manger, mais à leur faim. Deuxièmement, il faut que les gens puissent se soigner. Ils aient aussi bien les ressources et bien sûr les infrastructures hospitalières pour pouvoir se soigner et les compétences pour rendre ce service social de base. Et troisièmement, question d'éducation et d'emploi. Voilà, je pense que quel que soit le gouvernement qui sera, ou les hommes politiques qui seront en charge de la gestion de ce pays, voilà 4 secteurs essentiels et vitaux et auxquels il faut s'attaquer. Donc, dans la mise en œuvre, comme je l'ai dit, peut-être que les Maliens n'ont pas bien perçu la priorité par rapport aux actes. Et ça, ce jugement aujourd'hui qui est dans la rue. Les gens pensent que, bon, il n'y a pas de vision. Bien sûr, il y a une vision. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent d'arrache-pied. Et je dirais, quelle que soit son appartenance à un parti politique ou à un autre, les Maliens doivent tirer dans le même sens. Aujourd'hui, il faudrait bien qu'à la fin du quinquennat, que les Maliens perçoivent effectivement que ce sur quoi le président de la République s'est engagé, même qu'il ait pu réaliser des choses voilà, pour que les Maliens sentent réellement que bon, ce qu'il a promis l'a fait. Une pause.